une question difficile et je veux une réponse brillante. On ne cesse de dire qu'il faut réformer les soins primaires. Quel est le gros obstacle? En une minute ou moins. Parce que ce qui est important de voir ça comme un système, pas seulement comme une question de soins primaires, de soins de première ligne. Et la solution réside dans la collaboration. Mais donc, je pense que c'est très important. Et on investit encore beaucoup dans les soins en hôpital. Et je suis sûr qu'on devrait investir plus, mais très franchement, la collaboration et voir ça comme un système avec les soins primaires, les soins communautaires, etc. Et est-ce que vous pensez que tous les patients vont avoir un foyer médical? Oui, ça peut être un foyer virtuel, un réseau. Mais le mouvement est là. Il faut continuer. Il faut continuer dans cette voie. Et continuer à s'engager, avoir une vision et agir. Être pratique, concret. Chris Power, prenez votre rôle de PDG, vous allez à toutes ces conférences. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en application ces choses-là que vous avez faites partout? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça partout? Parce qu'on sait qu'il faut le faire. Mais un des problèmes, c'est que on pense toujours qu'il faut avoir un contexte local. Parce que, comme c'est en Ontario, peut-être c'est pas approprié pour Halifax. Mais pourtant, on va dans le monde entier et on prend des idées à l'étranger, on les applique ici. Donc je pense que pour nous, les gens croient souvent que si ça ne vient pas de la base, de notre propre organisation, de notre propre région, bien que ça ne va pas marcher. Je pense qu'il faut oublier ça, parce qu'il y a des tonnes de choses merveilleuses qui se font. On commence à en entendre parler, et il faut les copier, et puis c'est tout. Marc, une question pour vous. C'est très facile pour la Saskatchewan de réduire les temps d'attente. Vous êtes riche avec toute la potasse. Est-ce que c'est une question d'argent ou c'est autre chose? Oui, c'est vrai qu'on a de la chance, on a de l'argent en ce moment. Mais notre attitude, c'est que l'argent ne sera pas toujours là. Il faut faire attention. Et les changements que nous mettons en œuvre maintenant, nous avons eu la chance de pouvoir les faire simultanément avec l'augmentation des volumes, donc on peut faire plus de procédures, mais en fait, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne puisse pas faire cette amélioration continuellement avec dans multiples lignes de services. Il faut utiliser l'intelligence et la force, mettre l'argent et l'intelligence, réfléchir. Et je pense que si on... En fait, dans n'importe quelle province, ce serait probablement préférable de faire d'abord l'élément amélioration de la qualité avant le reste. Et une chose que vous avez mentionnée à la fin, mais on oublie souvent que vous n'avez pas seulement réduit les temps d'attente, vous avez réduit le nombre de chirurgies inutiles. Oui, absolument. Il y a eu un système de décision partagée, commune, avec des cliniciens, impliquer les cliniciens dans l'examen des situations. Et il y a aussi des mesures de prévention, en donnant des évaluations aux enfants, par exemple, qui vivent dans la région du Nord. On voit qu'on peut avoir une incidence quasiment immédiate, par exemple, sur les opérations dentaires et sur ce genre de demande. Deborah, une dernière question. Dans votre clinique, ce qu'on voit, c'est que les gens
Il y a toutes sortes de la pratique, il y a la spécialisation, le travail d'équipe. 3 choses que les gens disent qu'on devrait faire. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas partout, si ça a pu se faire chez vous? C'était quoi la recette magique qui fait que ça s'est fait chez vous? Bon, il y a plusieurs facteurs habilitants. Mais notre plus gros atout, c'est notre équipe. On a vraiment une culture d'équipe en chirurgie orthopédique. L'équipe a le sentiment qu'elle a le pouvoir de décision, qu'elle peut s'exprimer. Et souvent, on est dans notre contexte et on pense qu'on fait un bon travail, mais on ne parle pas à nos patients. Il y a 7 ans, on a réuni tous les membres de notre équipe, mais on a été frappé de ce qu'on a entendu en écoutant les patients, en interrogeant les patients. Et une chose qu'on a apprise, c'est que on ne peut pas non plus s'arrêter. Il faut continuellement évoluer. Le statu quo ne va pas. Il faut toujours se demander, est-ce qu'on obtient les résultats qu'on pense atteindre? On a fait plusieurs recherches qualitatives, plusieurs études, et on s'était dit qu'on avait introduit de meilleures ressources communautaires, mais en fait, les patients ne pouvaient pas y avoir accès. Donc, on a dû revoir ça à la base. Donc, notre équipe, justement, elle a le pouvoir d'agir. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on a plus de possibilités, justement, de faire des soins professionnels. Et ça vaut pour les différentes disciplines dans notre hôpital. Donc, pour tous les patients, pas seulement pour les opérations du genou et de la hanche. Bien, il y a un répondant. Allez-y. C'est vous qui aurez le dernier mot sur cette session. Anya Humphrey. Je suis un conseil consultatif familial pour Action Cancer Ontario. La question que j'avais préparée, c'est celle-ci. À mon avis, les soins axés sur le patient et la famille signifie qu'il faut inclure les patients et les familles dans la conception des procédures, des projets. Donc, je vous remercie pour le travail que vous faites. Mais il y a 2 d'entre vous qui avaient des projets en cours. Comment est-ce que vous avez impliqué les patients et les familles dans la conception de vos projets? Et aussi, quel système de rétro-information vous avez intégré à vos systèmes pour que les patients vous donnent leurs réactions et vous disent si ça marche bien ce que vous faites? Pouvez-vous répondre très brièvement? Allez-y. Ce programme est né, en fait, des réactions des familles et des patients dans le cas du programme PATH. Parce qu'il y avait eu la frustration des gens qui allaient voir les gériatriciens et qui disaient « Personne ne nous parle. Je suis frustré. Je ne peux pas circuler dans le système. Je ne m'y retrouve pas. Je ne sais pas comment faire, etc. » Et donc, les patients ont fait partie intégrante, en fait, de la mise en place du système, de sa conception. Et il y a des études continuelles de satisfaction pour recueillir des informations, des rétro-informations. Plus généralement, dans notre organisation, l'une de nos directions stratégiques, c'est la direction d'engagement des patients. Et donc, on a un processus, justement, de participation des patients qui est officiel, qui est prévu. Et ça a changé la manière dont nous fonctionnons, dont nous pensons ce que nous faisons. Et ce que les patients et les familles continuent de nous dire, c'est qu'on fait toujours pas assez bien, on ne les écoute pas assez, et il faut qu'on soit là quand ils ont besoin. C'est ça qui est important. Donc tout ce qu'on fait est en train de se transformer encore. Et on a des patients et des familles qui sont impliqués dans chacun de nos comités, dans nos comités de planification des activités. Tout ça, c'est très transparent. Et on ne pourrait pas faire tout ce travail-là sans eux. Ça a pris longtemps, mais c'est là. Les patients nous ont dit qu'ils étaient contents de voir d'autres fournisseurs de soins, parce qu'ils étaient très frustrés de ne pas avoir d'informations. Et ils voulaient voir d'autres fournisseurs. Et donc, je pense que ça fait partie de la solution. Nous, on implique des conseillers, des patients conseillers à tous les niveaux, au niveau d'élaboration, mais aussi dans la prestation des services. C'est des rôles un peu différents pour les patients conseillers. On a une coalition de 80 personnes dans notre système
Et il y a 6 ou 8 patients conseillers qui en font partie. Un exemple que je peux vous donner, on a parlé d'un système sobre. On a une équipe qui se réunit, qui comprend des leaders du système, des fournisseurs de première ligne. Et il doit y avoir un patient dans chaque groupe. Et si les leaders ne sont pas là, si le soutien n'est pas là, si les patients n'ont pas là, ça ne peut pas marcher. Donc les patients jouent un rôle très important. Une chose que je peux dire en faisant référence à ce que disait Jeffrey Simpson, à notre avis, l'avantage du patient conseillé, c'est pas tellement de partager une perspective collective de patient, mais l'intérêt, c'est d'avoir un patient dans la salle où on prend les décisions. Et ça réduit l'ego, justement, du médecin, du bureaucrate, de l'administrateur. Lorsqu'ils ont cette conversation avec un patient, ça ramène tout le monde à un niveau un peu plus d'humilité, un peu plus nécessaire. Et pour trouver justement une vue commune. Bien, merci beaucoup. Mais je veux dire simplement qu'à notre niveau, on a aussi un comité consultatif de patients qui nous guide, mais aussi, je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont faire participer efficacement les patients. Et je pense au niveau des soins primaires et aux autres. Et c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles on veut travailler pour développer ça, cette connaissance. Voilà. Dernier mot, je vous rappelle, l'imitation est la forme de flatterie la plus sincère. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est voler les idées de nos conférenciers. Merci.